Aujourd'hui. 2023 marque les 10 ans de l'association Zoe for Life. Depuis 2013, chaque année, c'est plus d'une centaine de familles qui reçoivent notre soutien financier. De nombreux projets pour améliorer le quotidien des enfants ont pu être financés. C'est notamment aussi la bourse d'entraide All for Life que nous avons pu mettre en place dernièrement. Et puis, c'est plus de 2 500 000 francs nous avons pu remettre à la recherche pour des projets spécifiques en oncologie pédiatrique. Et pour nous, c'est vraiment important de vous avoir ici aujourd'hui parce que nous aimerions voir comment aborder les 10 prochaines années avec vous, ensemble. Merci d'être là. Alors, Zoe for Life a 10 ans. Quand on a créé Zoe for Life, Nathalie et moi, je pense qu'on n'aurait jamais imaginé qu'on se retrouve dans une pièce avec toutes ces personnes pour parler ensemble du cancer de l'enfant et puis trouver des solutions aux problématiques quand on peut. Zoe for Life est très active au niveau international, européen. Je suis dans plusieurs comités, groupes de travail, associations. Et puis, j'ai vraiment vu comment, quand on regroupe toutes les parties prenantes ensemble autour d'une table ou dans une salle et qu'on se penche sur des problématiques sur le cancer de l'enfant et qu'on discute et qu'on ose débattre un petit peu, qu'on arrive à vraiment collaborer et avancer plus vite ensemble. Et donc, c'était un peu ma vision pour cette journée quand j'ai commencé à travailler sur ce programme. Et toutes les personnes qui sont les intervenants ont aussi cette vision de vraiment essayer de collaborer ensemble avec toutes les parties prenantes qui s'unissent. Donc, on a aujourd'hui ici beaucoup de parents d'enfants atteints de cancer ou qui ont eu un cancer, des survivors aussi, beaucoup d'oncologues pédiatres, des chercheurs, d'autres personnes du monde médical, des associations aussi, parce qu'on a invité toutes les associations qui étaient impliquées dans le cancer pédiatrique en Suisse. Ils ont leur flyer dehors, si vous voulez voir aussi. Et on espère vraiment qu'on va pouvoir avancer ensemble. Donc, posez vos questions, discutez. On veut vraiment que ce soit interactif. Bonjour, déjà je voulais remercier au nom de Zoe for Life tous les intervenants qui ont accepté d'être ici aujourd'hui avec nous. Merci également à nos partenaires, à nos sponsors, à l'hôtel Starling qui nous accueille aujourd'hui, également au département de la santé et de l'action sociale de l'État de Vaud pour leur précieux soutien. Aujourd'hui, la conférence se déroulera en français. Il y aura juste 2 intervenants qui parleront en anglais, mais leurs présentations ont été traduites en français. Et Nicole se tient à votre disposition si vous avez besoin de traduction supplémentaire. Et sans plus attendre, je vous présente François Heger, qui est journaliste à la RTS et qui a accepté de prendre à bras-le-corps la modération de cette grande journée. Merci. Merci beaucoup, merci à vous. On va vous retrouver évidemment tout au long de cette journée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici au Starling Hotel de Lausanne, Saint-Sulpice pour être plus précis, pour cette première journée conférence de l'association Zoe for Life. Alors c'est une première pour plusieurs raisons. C'est d'abord une première pour l'association elle-même, puisque c'est une nouvelle manière aujourd'hui de poursuivre sa mission et son engagement dans la lutte contre le cancer pédiatrique. C'est une première aussi parce que, tu l'as dit Nicole, il y a ici des représentants du monde médical, scientifique, académique, politique. Il y a des représentants d'associations, il y a des survivors, il y a des familles qui vivent et surmontent cette maladie. Et que vous soyez assis ici, côte à côte, dans la même salle, c'est une première. Et puis, un peu plus banalement, c'est une première aussi pour moi, parce que je n'ai jamais été véritablement confronté à cet univers. Et la mission, l'objectif du jour, c'est évidemment de partager, de décrypter, d'analyser, mais peut-être que je n'exclus pas quelques débordements d'émotions dont je vous prie de m'excuser par avance. Alors cette journée, je vous la promets, dense et intense. Elle va être organisée en 3 chapitres. Il y a tout d'abord le pourquoi. On va s'intéresser à la réalité, aux défis, aux progrès de cette maladie en Suisse et en Europe, à la recherche évidemment aussi. Et puis, on va ensuite s'intéresser aux obstacles du monde médical, du monde scientifique, du monde politique, pour ce fameux « guérir plus, guérir mieux ». Et enfin, on ne voulait pas s'arrêter aux obstacles, on ne voulait pas
comment est-ce qu'on peut avancer ensemble dans la prise en charge du patient, dans le suivi à long terme et dans cette collaboration intercontinentale si chère au professeur Vassal, ici présent, qu'on va entendre dans un instant. Donc merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et Nicole l'a dit, on aimerait que cette journée soit interactive. Je vais beaucoup parler, mais j'aimerais pas être le seul à parler. Donc, on a pour ça un petit outil informatique extrêmement utile et extrêmement performant qui s'appelle Slido. Il porte le doux nom de Slido. D'ailleurs, le slide va s'afficher ici. Cet outil informatique va vous permettre de pouvoir poser des questions et par la suite, nous, on va aussi pouvoir vous poser des questions, réfléchir si on arrive à mettre le QR code. Superbe, il est là. Alors, donc, il vous suffit de prendre votre téléphone, de scanner le QR code et vous allez avoir une page qui va s'afficher si jamais vous avez aussi le QR code dans votre programme. Et puis, ça va vous permettre de poser des questions. Alors, n'hésitez pas à en poser même pendant que les intervenants parlent, puisque ces questions arrivent dans notre programme informatique et seront ensuite relayées par Gaël et Nicole. Donc ça, et nous aussi, vous allez voir, on va vous solliciter, on va vous poser des questions et ensuite, après, on pourra avoir votre avis, votre connaissance. Alors, si vous avez scanné, on va faire un petit essai tout de suite avec vous. Avec cette première question que moi, je vais vous poser, est-ce que vous avez trouvé les petites coquilles qui se sont glissées dans notre programme? Alors, est-ce qu'on arrive à voir la première question? Ça serait... Donc, si vous avez trouvé les premières coquilles, alors, on va voir. Peut-être que la question va arriver. C'est encore tôt le matin, va falloir se mettre en route. On a pris, voilà. Alors, oui, j'ai des yeux de lynx, je les ai trouvés. Vous mettez oui. Non, j'ai rien vu, malheureusement. Heureusement pour vous, pour nous, vous pouvez mettre oui. Ah, ça bouge tout seul. Et je n'ai pas regardé le programme, je ne vous félicite pas. Et si vous avez repéré, mais que vous n'avez pas osé le dire, eh bien, vous pouvez aussi choisir cette option-là. 63% n'ont rien vu. Alors, si vous parcourez quand même correctement, vous verrez qu'il manque des R, des T, des U. De temps en temps, je vous laisse évidemment relever le défi. Je vous signale encore que notre conférence est partiellement diffusée sur Facebook, grâce à l'équipe technique, merci beaucoup. Et puis, évidemment qu'on se réjouit de pouvoir avancer ensemble. On va débuter cette journée avec un privilège. C'est le privilège de recevoir un des plus grands oncologues pédiatriques au monde. Il est pédiatre, oncologue, pharmacologue et professeur en cancérologie à l'hôpital Gustave-Roussy à Paris. Merci d'accueillir le professeur Gilles Vassal. Bonjour professeur, je vous donne le micro de la main gauche, venez seulement me rejoindre. Rassurez-moi, ce n'est pas un gilet pare-balles, parce que vous avez traversé la France... Non, le modèle pare-balles n'existait plus, donc je me garde. Parce que moi, j'ai aussi une grenade ici, donc on aimerait que les discussions soient explosives pour trouver des nouvelles formules, des nouvelles solutions. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, superbe. J'ai lu tout récemment une interview de vous, et vous disiez qu'il y a 10 ans, vous avez noté une vraie nouvelle dynamique dans le traitement du cancer pédiatrique. Comment est-ce que cette nouvelle dynamique s'est traduite aujourd'hui ? On fait des progrès année par année. Et au cours des dernières années, on a changé totalement la vision dont on regarde les cancers pédiatriques, où travailler ensemble permis de, comme l'a dit très bien Nicole, de regarder les problèmes, trouver des solutions. La recherche a réellement pris un envol très important. Et un des vrais enjeux aujourd'hui, c'est comment toutes ces connaissances nouvelles sur les cancers des enfants peuvent être transformés en des nouveaux traitements efficaces. Et c'est ce que j'aimerais, au tout début de cette journée, partager avec vous, comme dessiner le paysage dans lequel nous sommes. La conférence est « Comment guérir plus et mieux les enfants et les adolescents qui ont un cancer ». Et je vous démontrer que ceci est possible, qu'on a déjà jeté toutes les bases, toutes les structures et la dynamique, et que maintenant il faut accélérer ensemble pour guérir plus et mieux. Si je vous comprends bien, ça veut dire que ces grandes avancées, cette nouvelle dynamique, ne sont pas forcément traduites aujourd'hui en nouveaux traitements révolutionnaires ?
il n'y en a pas encore assez. Il y a une percée thérapeutique, mais il faut vraiment changer d'échelle, il faut accélérer. Pourquoi? Parce qu'au cours des dernières années, on a mieux compris ce qu'est le cancer des enfants, on a amélioré la prise en charge, même s'il y a encore des inégalités très importantes en Europe, mais ceci n'est pas encore avec les nouveaux traitements qui vont permettre de guérir plus et mieux. Et c'est ça vraiment l'enjeu maintenant, de travailler ensemble avec des investissements nouveaux, un paysage beaucoup plus incitatif pour réellement transformer ces connaissances en des traitements plus efficaces pour les enfants. Je vous laisse le plaisir de la scène, professeur. Je vous rends ça ? Oh, avec plaisir. Bonjour. Je suis vraiment très très heureux d'être ici ce matin. Je suis déjà venu en Suisse il y a quelque temps et je sais combien vous êtes mobilisés et je suis très heureux que cette réunion permette de discuter ensemble de comment on continue à progresser, à accélérer pour les enfants et les adolescents. Donc ce que je voudrais faire au début, c'est juste partager avec vous où est-ce que nous en sommes. Quels sont les problèmes, où sont les enjeux et où est-ce qu'on peut aller ensemble pour guérir plus et guérir mieux. Alors, je vais même arriver à passer la diapositive suivante. Yes. Le cancer est une maladie rare chez l'enfant. C'est la définition d'une incidence inférieure à 1 pour 2000. Mais ceci représente chaque année, au niveau mondial, 400 000 nouveaux cas de cancer. Et en Europe, 35 000 enfants, adolescents et jeunes adultes ont un diagnostic de cancer par an. Les cancers de l'enfant sont différents des cancers de l'adulte. Chez l'adulte, les cancers les plus fréquents, le cancer du sein, de la prostate, du poumon, le cancer colorectal et beaucoup d'autres, 40% sont évitables. Mais l'enfant ne boit pas, ne fume pas, n'a pas de longues années de mauvaise alimentation ou d'insuffisance exercice physique. Et les cancers sont différents. D'abord des leucémies, des tumeurs cérébrales, des lymphomes, des neuroblastomes et 60 maladies différentes, toutes plus rares les unes que les autres, correspondent au cancer des enfants. Dans seulement 5 à 10% des cas, on trouve une cause génétique, parce qu'il y a une altération, parfois héritée des parents, qui explique le cancer chez l'enfant. Dans 90% des cas, on ne sait pas répondre à la question « Pourquoi mon enfant a un cancer ?» Où nous en sommes en termes de pronostic? Dans les low and middle income countries, les pays en développement, les taux de guérison à 5 ans sont seulement de 15 à 45%, avec des inégalités majeures d'un pays à l'autre. Et le défi, c'est de donner accès à tous ces enfants aux traitements standards efficaces qui ont été démontrés pour permettant de guérir plus et mieux les enfants. Et l'Organisation mondiale de la santé a lancé il y a maintenant 4 ans l'initiative globale sur les cancers pédiatriques avec un objectif, sauver 1 million de vies dans le monde d'enfants qui ont un cancer pour 2030. Guérir mieux et réduire les inégalités. En Europe, comme dans les pays à haut niveau économique, 80% des enfants sont sans maladie à 5 ans. Ce qui est le résultat de toute la recherche et les traitements nouveaux ensemble que l'oncologie pédiatrique et les oncologues pédiatres ont développés au cours des 50 dernières années. Mais il reste des différences majeures. Et certaines maladies restent très difficiles à traiter, les tumeurs cérébrales, les cancers métastatiques et les cancers de haut risque. 2/3 des adultes qui sont guéris d'un cancer traité dans l'enfance ont des complications à long terme du traitement et ou de la maladie. Et pour la moitié d'entre eux, ces complications impactent leur vie au quotidien. D'où l'objectif de nécessairement guérir mieux. Pourquoi? Parce que les traitements que nous utilisons pour essayer d'éradiquer la maladie sont des traitements qui entraînent des toxicités. Mais si 80% des enfants peuvent être guéris, il reste que 6 000 décès par an, chaque année, de cancers pédiatriques sont vus en Europe. Et le cancer reste chez l'enfant la première cause de décès par maladie. Mais en Europe, comme dans le monde, il y a des inégalités. Cette figure
représente pour chacun des pays, dans chacune des colonnes, le taux de guérison à 5 ans pour les enfants et les adolescents qui ont un cancer pédiatrique. Et vous voyez qu'en rouge, c'est 80%, c'est la moyenne au niveau européen, mais vous voyez qu'il y a des inégalités d'un pays à l'autre, et plus de 10 à 20% de différence dans les chances de guérison pour un enfant en Europe, selon l'endroit où il est pris en charge. Et l'autre point, c'est qu'il y a eu peu de progrès thérapeutiques faits au cours des dernières années. On est quelque part en plateau pour les maladies difficiles à traiter. Pourquoi? Parce qu'on a épuisé toutes les solutions thérapeutiques avec les médicaments et les nouveaux traitements qu'on avait. On a besoin maintenant de nouveaux traitements, de nouveaux médicaments pour à nouveau continuer de guérir plus d'enfants, de guérir mieux, moins de séquelles à long terme et de réduire les inégalités. Alors ceci se traduit en des objectifs de recherche. Guérir mieux, cela veut dire quoi? Mieux comprendre la biologie des cancers. Parce qu'en comprenant mieux, on peut trouver des nouveaux traitements plus efficaces. Et comprendre pourquoi les traitements actuels ne fonctionnent pas chez certains enfants. Et à partir de là, développer des nouveaux traitements, développer des nouveaux médicaments, en particulier des traitements qui seront spécifiques des cancers pédiatriques. Parce que les cancers de l'enfant ne sont pas les mêmes que les cancers de l'adulte. Guérir mieux, cela veut dire quoi? Comprendre ce que sont ces complications à long terme. Proposer un suivi, une prise en charge à tous les patients guéris qui en ont besoin. Et puis réduire l'intensité des traitements. Comment peut-on faire évoluer les traitements actuels qui guérissent 80% des enfants en des traitements qui généreront moins de complications à long cours? Enfin, la troisième grande question, vous l'avez compris, c'est comprendre la cause des cancers pédiatriques, puisque dans 90% des cas, nous ne savons pas l'origine. Alors la communauté européenne en oncologie pédiatrique, elle est très structurée, elle travaille ensemble, elle est mobilisée. Il y a la Société européenne d'oncologie pédiatrique, SIOP Europe. Il y a Children Cancer International Europe, qui est la fédération des associations de lutte contre les cancers de l'enfant et des patients guéris. Et comme vous le voyez à l'écran, on a au niveau européen, à gauche, ah ben je dois avoir un pointeur, dites donc. C'est ça? Et voilà. Oh, c'est magnifique. Ah ben oui. Ah ben je savais qu'en venant ici. Bon voilà. Donc au niveau européen, la recherche par maladie, où au niveau européen, il y a des oncologues pédiatres et des chercheurs qui travaillent sur le neuroblastome, sur les leucémies. Nous travaillons ensemble au niveau européen, pas dans chacun des pays, ensemble au niveau européen. Il y a les sociétés nationales qui travaillent aussi dans la mise en place des soins les plus appropriés. Et puis, il y a les 34 pays qui sont les pays où il y a des membres de CCI Europe. Donc, une communauté qui œuvre ensemble dans le champ du soin, de la recherche et de l'éducation. Et en 2015, alors là, c'est là où j'arrive en arrière, non, ça c'est en avant, non, c'est en arrière. Voilà. Non, mais à l'arrivée, vous inquiétez pas, je suis... En 2015, on a défini et lancé un plan stratégique cancer pédiatrique européen qu'on a mis en œuvre en 2021 et qui a permis de soutenir les initiatives au niveau européen. Donc, le message, c'est nous sommes ensemble au niveau européen pour travailler à guérir mieux, à guérir plus et à réduire les inégalités. Voici la carte de l'Europe. Voici tous les pays qui travaillent ensemble au niveau européen sur les cancers pédiatriques. Alors en 2015, on s'est dit comment accélérer les innovations thérapeutiques. Je vais me concentrer sur ce champ-là. Pourquoi? Parce qu'on va discuter la notion de guérir mieux, la notion du long terme. Ça va être discuté plus avant. Je voudrais juste me focaliser sur comment accélérer les innovations thérapeutiques pour les enfants et les adolescents atteints de cancer. En 2015, on a dit qu'il faut plus de science, il faut plus d'investissement, il faut plus de médicaments innovants parce qu'on a déjà fait le tour avec tous ceux qu'on avait déjà. Il faut des innovations thérapeutiques tôt disponibles et non pas attendre que peut-être un jour les médicaments soient développés pour plus d'enfants.
pour qu'il soit utilisé plus tôt dans la maladie, pour que dès que possible, pour les pathologies dont on sait que le pronostic est sévère, introduire des innovations, et puis des incitations plus efficaces. Alors en 2015, il y a eu, depuis les 20 dernières années, je dirais, une intensification de la recherche sur les cancers pédiatriques. Et ça a des progrès majeurs au cours des dernières années. J'ai juste pris un exemple, le méduloblastome, une tumeur cérébrale de l'enfant. Avant 2000, au XXe siècle, il y avait une maladie qu'on appelait le méduloblastome, une tumeur de la fosse postérieure de l'enfant. Aujourd'hui, par tous les efforts des travaux de recherche des chercheurs, par les séquençages, il y a plus de 10 maladies biologiquement différentes qui correspondent à cette tumeur chez l'enfant. Et en fonction de ces altérations, le pronostic est différent. Et donc vous voyez que l'ensemble de la communauté a mieux compris et mieux détaillé ce que sont ces cancers biologiques. Mais il n'y a aucun nouveau traitement pour ces enfants. Vous avez un problème d'aujourd'hui. Nous avons fait des progrès majeurs et on va continuer, mais ils n'ont pas été transformés en encore de nouveaux traitements. Alors en 2015, on avait créé le réseau ITCC. Pourquoi? On s'est dit, si on veut accélérer, il faut donner plus accès aux nouveaux traitements pour les enfants en Europe qui sont en échec des traitements actuels. Et on a créé le réseau ITCC, je ne sais pas si ça se voit bien, c'est la carte de l'Europe. Chacun des points, c'est un des 63 centres participants à ce réseau qui conduisent quoi? L'évaluation des nouveaux médicaments chez l'enfant, en particulier pour les enfants qui sont en rechute thérapeutique. Alors, il y a 63 institutions dans 17 pays, il y a 25 laboratoires de recherche qui font de la recherche fondamentale et de la recherche translationnelle. En Suisse, il y a 2 centres ITCC à Zurich et à Lausanne. Et il y a plusieurs équipes, dont celle de Jean-Pierre Bourquin, qui travaillent au sein d'ITCC. Pourquoi? Parce qu'on veut que les chercheurs qui travaillent sur comprendre les maladies travaillent avec les oncologues pédiatres qui développent les nouveaux médicaments. Donc, ce réseau est important pour accélérer l'accès et développer des nouveaux traitements pour les enfants. Et donc, on a mis en place une stratégie en 2015, très simple. Analyser la tumeur de chaque enfant qui est en échec thérapeutique, grâce aux techniques de séquençage qui sont maintenant disponibles. Regarder pour chaque enfant s'il y a des altérations spécifiques de sa tumeur qui pourraient devenir la cible de nouveaux traitements. Et ainsi peut-être augmenter la probabilité d'efficacité des nouveaux traitements. Et l'objectif, c'était d'élargir les propositions thérapeutiques pour chaque enfant en situation d'échec. Mais en même temps, c'est d'agréger l'ensemble de ces données en une large base de données clinico-biologiques, vous savez, le fameux big data qui permet les approches d'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'apprendre de ces situations, c'est aussi se donner le moyen de développer des nouveaux médicaments pédiatriques spécifiques. Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis? Eh bien, on a mis en place les programmes de médecine de précision en France, en Allemagne, en Europe, aux Pays-Bas. Et au cours depuis 2016, ce sont plus de 5000 tumeurs qui ont été analysées et qui sont en train d'être agrégées pour réellement, dans chaque cas de chaque enfant, essayer de proposer un traitement et en même temps de colliger ces données afin que les chercheurs puissent continuer d'accélérer la compréhension de ces maladies. En parallèle, on a ouvert des nouveaux essais et ce sont plus de 2000 enfants qui, dans ITCC, sur les 6 dernières années, dont 50 essais thérapeutiques, ont eu accès à l'innovation. Mais on était bien en deçà des besoins. Dans seulement 30% des cas, on trouvait un médicament qui était en correspondance avec les altérations de la tumeur. Donc le vrai enjeu, c'est d'élargir encore l'accès aux nouveaux médicaments. Cette recherche, elle a été financée. Elle a été financée par des programmes institutionnels au niveau national, au niveau européen. Les associations se sont mobilisées dans différents pays et récemment, elles se sont associées pour créer Fight Kids Cancer pour soutenir la recherche clinique, la recherche translationnelle sur les cancers pédiatriques et accélérés. Mais il faut constater qu'au cours des dernières années, il y a eu peu d'investissements des industriels dans le développement des médicaments pédiatriques pour les enfants atteints de cancer.
Et donc la question, est-ce qu'on avait des incitations suffisamment efficaces? Pourquoi faut-il inciter? Mais parce que si on réfléchit au modèle classique de développement des médicaments par les industriels, qui sont ceux qui mettent sur le marché des traitements qui permettent de guérir les patients. C'est un modèle classique où l'industriel investit en R&D, a des innovations thérapeutiques qui sont ensuite commercialisées, qui génèrent des bénéfices, lesquels sont réinvestis à nouveau dans l'innovation. Mais ça veut dire quoi? Pour développer un nouveau médicament et le mettre sur le marché, il faut environ 10 ans. C'est un processus qui n'est pas un processus très efficace, puisque 90% des médicaments anticancéreux qui entrent en développement clinique chez l'enfant ne deviennent pas un médicament in fine. Et il est estimé qu'il faut à peu près 2 milliards de dollars ou d'euros pour mettre un médicament sur le marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très naturellement, les industriels vont travailler sur un retour sur investissement. Et c'est cette fameuse Net Present Value, NPV, où pour chaque molécule, il est évalué combien ça va coûter, combien ça va rapporter. Et donc le modèle naturel, c'est quoi? C'est qu'il y a un vrai enjeu à l'arrivée du prix, d'où les négociations importantes des industriels avec les États, quand les États sont impliqués pour avoir le prix le plus élevé. Et puis surtout, ça favorise les marchés larges et ça favorise les blockbusters des médicaments pour les pathologies fréquentes. Ben oui, mais les cancers pédiatriques sont rares, voire ultra rares. Et il n'y a pas de marché qui permet un retour sur investissement. Et en plus, les cancers de l'enfant sont différents des cancers de l'adulte. Donc tous les médicaments de l'adulte ne vont pas forcément correspondre à des besoins thérapeutiques. Et ça, c'est une prise de conscience qui a été faite au cours des 30 à 40 dernières années aux US et en Europe, en disant, si on veut vraiment favoriser les médicaments pour les enfants ou pour les maladies rares, il faut mettre en place des mesures. Et ces mesures ont été des mesures réglementaires sous forme d'incitation et de récompense, carottes et bâtons, pour dire aux industriels, dans certaines situations, vous devez évaluer votre médicament chez l'enfant, même s'il n'y a pas un marché à l'arrivée, et si vous le faites, vous aurez une récompense. Et donc en Europe, en 2006, il y a un règlement pédiatrique qui a été mis en place avec cette notion, inciter et obliger les industriels à développer leurs médicaments. Mais le problème en cancérologie pédiatrique, c'est que ceci était pour les médicaments concernant des maladies qui sont pareilles chez l'enfant et chez l'adulte. Or, les cancers pédiatriques sont différents des cancers de l'adulte. Et donc, ce règlement n'a pas été suffisamment impactant pour développer des nouveaux médicaments pour les enfants et adolescents atteints de cancer. Et la conséquence, c'est quoi? Quand nous avons regardé depuis 2006 combien de nouveaux médicaments ont été autorisés en Europe pour le traitement des cancers de l'enfant et de l'adolescent, il y en a eu seulement, c'est là où j'essaye à nouveau, oups, non, ça je suis... Mon apprentissage n'est pas très... Voilà. Il y a eu 16 nouveaux médicaments seulement, autorisés en Europe, nouveaux pour des cancers pédiatriques, contre plus de 150 chez l'adulte. Mais nous avons regardé pour quelles pathologies ces médicaments autorisés ont été autorisés. Et c'est la figure du milieu, qui est peut-être un peu compliquée, mais qui est simple à lire. Ce sont en ligne toutes les pathologies principales des cancers de l'enfant. Et les barres représentent le pourcentage de décès par ce cancer que représente cette maladie chez l'enfant. Ainsi, la première ligne, c'est bien que les leucémies soient en moyenne guéries à 80%, ça reste la première cause de décès chez l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Et donc, vous voyez que chacun des symboles R en vert représente un des 16 nouveaux médicaments. Eh bien, vous voyez à l'écran que 50% des médicaments concernent des maladies qui sont peu fréquentes et qui entraînent peu de décès chez l'enfant. Pourquoi? Parce que ce sont les quelques rares maladies qui sont chez l'adulte et chez l'enfant. Ainsi, au cours des dernières années, nous avons aujourd'hui 2 médicaments pour traiter les cancers de la thyroïde de l'enfant. Une maladie extrêmement rare qui, dans la plupart des cas, n'a pas besoin de médicaments. Donc, un des effets du règlement a été que ce qu'on a évalué chez l'enfant, ça a été au travers du marché pour les adultes, au travers de ce qui était développé chez l'adulte. Et il n'y a pas de nouveaux médicaments pour le traitement des tumeurs cérébrales, pour les rhabdomyosarcomes, pour les sarcomes d'Ewing. Donc la réglementation, elle a été importante, mais elle n'a pas du tout répondu aux attentes et aux besoins des enfants et des adolescents atteints de cancer.
Alors, il y a eu une percée thérapeutique, on en parlait tout à l'heure, les CAR T-cells, ce concept tout à fait innovant qui est le système immunitaire peut éliminer des cellules malignes. Mais spontanément, il n'est pas en situation de fonctionner. Donc le principe, comme vous le savez, c'est prélever chez l'enfant les lymphocytes T, transformer les lymphocytes T, les cellules du système immunitaire, celles qui sont capables de reconnaître et éliminer des cellules, en les boostant, en augmentant l'activité, en les transformant in vitro, puis les réinjecter à chaque enfant. Et ce traitement, cette technologie, où on crée le médicament pour chaque enfant à partir de ces cellules, a été très efficace pour le traitement des enfants avec une leucémie aiguë lymphoblastique en rechute. Et ça a été une vraie percée thérapeutique. Et en oncologie pédiatrique, on s'est dit, mais voilà, ce concept de booster l'immunothérapie avec une telle approche dans d'autres pathologies que les leucémies aiguës de l'enfant. Mais la difficulté, c'est que si les industriels se sont lancés sur le développement de ces CAR T-cells dans les leucémies, parce que c'était une façon de faire preuve de concept, first in class, être les premiers avec un nouveau, alors qu'ils développent chez l'adulte, dans les myélomes, dans les lymphomes, eh bien les industriels ne sont pas du tout en train d'investir dans le développement de ces CAR T-cells pour les autres tumeurs pédiatriques où ces traitements pourraient être efficaces. Donc à nouveau, vous voyez qu'il y a une percée thérapeutique, mais que le contexte dans lequel ceci se passe n'assure pas le développement de cette pathologie, de ces nouvelles thérapeutiques dans ces pathologies. Et donc on s'est dit, pour vraiment faire changer les lignes, bouger les lignes, il faut mettre autour de la table tout le monde. Parce qu'il y a les réglementaires qui disent aux industriels ce qu'ils doivent faire, parce qu'il y a les industriels qui disent est-ce que je dois pas développer chez l'enfant, j'aimerais mieux pas parce que ça va me coûter de l'argent, parce qu'il y a les académiques qui font de la bonne recherche mais qui savent pas vraiment comment, ce qu'il faut faire pour faire qu'un médicament soit autorisé, et puis les parents et les représentants de patients qui sont là et qui doivent avoir leur voix. Et donc en 2015, on s'est dit nous allons créer une organisation internationale, Accelerate, son nom définit sa mission, pour accélérer les développements des nouveaux médicaments pour les enfants et les adolescents atteints de cancer. Et c'est une organisation qui est centrée sur le patient et qui a pour objectif de résoudre les problèmes. Une mission ambitieuse, mais sur laquelle, ensemble, nous travaillons. Et donc, je voudrais juste vous montrer que le principe a été, nous mettons tout le monde autour de la table avec une voix égale. Donc, nous avons un collège académique, donc des chercheurs et médecins en oncologie pédiatrique d'Europe et des États-Unis. Nous avons un collège industriel. Nous avons un collège de réglementaires, l'Agence européenne du médicament, celle qui autorise en Europe les médicaments, la Food and Drug Administration, ceux qui font la même chose aux États-Unis. Donc vous voyez, on a les key people, les personnes clés. Et puis le collège des parents et représentants de patients, avec 4 représentants, dont Nicole Scobie, qui est extrêmement active dans Accelerate. Et donc, vous avez à l'écran le concept de travailler ensemble, le concept d'avoir tous la même voix, parce que dans les réunions, tout le monde, y compris les représentants des patients, donne leur point de vue, contribue, et on fait avancer ensemble les choses. Et l'idée derrière, c'est quoi? C'est de comprendre les situations ensemble et de trouver des solutions pour essayer de faire bouger les lignes et accélérer les choses. En conclusion, guérir plus, guérir mieux, réduire les inégalités, nous sommes prêts et mobilisés. Une communauté européenne qui travaille ensemble. L'Europe s'est aussi mobilisée. Le plan européen qui a été lancé par Ursula von der Leyen en mars 2020 comprend des mesures spécifiques pour les enfants et adolescents atteints de cancer. Et comme ils disent, les enfants et adolescents atteints de cancer sont sous under the spotlights, sous les lumières, sous les projecteurs. Merci Nicolas. Sur les projecteurs. Donc c'est important. L'Europe, la Commission européenne, le Parlement s'est mobilisé. Et en même temps, la mission cancer, qui est la mission cancer européenne sur la recherche sur le cancer, inclut des mesures spécifiques. Donc l'environnement existe, donc on est prêt. Il faut quoi? Il faut changer d'échelle,
Il faut que l'environnement réglementaire soit beaucoup plus efficace que celui que je vous ai décrit. Et la semaine dernière, la Commission a soumis une révision de la réglementation. On espère vraiment que ça va changer, même si ça va prendre encore du temps. Et puis, il faut réfléchir autrement. Il faut réfléchir à des nouveaux modèles, à des investissements, parce que, in fine, les médicaments pour les enfants ne seront jamais des médicaments avec lesquels les industriels feront des bénéfices. Donc il faut réfléchir à un nouveau modèle pour investir et accélérer. Et donc en conclusion, guérir plus, guérir mieux, réduire les inégalités, c'est faisable, on est prêt, il faut changer d'aisselle, il faut accélérer et surtout il faut travailler ensemble. Et j'essaie de vous montrer au travers de cette présentation que le travailler ensemble, au niveau national, au niveau international, au niveau européen, c'est la seule façon de vraiment faire bouger les lignes. Je vous remercie de votre attention et j'espère ne pas avoir été trop long, mais j'ai été trop long comme d'habitude. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, professeur. Alors, c'est vrai que, historiquement, vous l'avez dit, dans le cancer pédiatrique, on a travaillé ensemble. Ça paraît simple, facile de dire ça. Pourquoi est-ce que c'est finalement aussi compliqué dans ce secteur-là, d'arriver à mettre les acteurs ensemble pour qu'ils puissent travailler et avancer ensemble? Ça fait 50 ans, depuis nos pères fondateurs, qui, dans les années 50, ça fait plus que 60 ans, se sont dit que les cancers pédiatriques sont rares, si on veut progresser, il faut qu'on travaille ensemble. Ça fait 50 ans que les oncologues pédiatres, ensemble en Europe, au niveau international, disent la seule façon d'avancer, c'est ensemble. Et ça fait maintenant 10 ou une quinzaine d'années qu'il est devenu évident que travailler avec les associations de patients, avec les patients, les parents, est devenu quelque chose d'absolument essentiel. Donc, c'est compliqué, mais ça prend du temps. Accélérer, qu'on a créé en 2015, la toute première réunion où on a dit « Tiens, on va mettre tout le monde autour de la table », c'était 4 ans avant. Et je peux vous dire que la toute première réunion, c'était froid. Il y avait les réglementaires, les industriels, il y avait les chercheurs, il y avait 2 parents. 2. Ouais. Et donc, pendant 2 jours, on a parlé, et à l'arrivée, Patricia Blanc, qui était une des 2 parents, s'est levée et elle a dit « Time is an issue ». Vous n'êtes pas en situation de, ensemble, définir des actions, il faut travailler ensemble, il faut accélérer. Et on est passé d'une situation où c'était tellement innovant d'avoir tout ce monde-là autour de la table qu'on ne savait pas comment se parler, à 4 années plus tard, la création d'Accélérer. Maintenant, 10 années plus tard, ce que je vous ai décrit, une vraie dynamique. Et je peux vous dire que dans Accélérer, tout le monde a la même voix et on travaille ensemble et ça fonctionne. Donc, vous dites que cette notion de représentant de patient, elle est importante, Oui. Elle est aujourd'hui au cœur. C'est vrai que, Oui. qu'est-ce qui fait que, peut-être dans Accelerate, vous avez réussi à les intégrer, mais que peut-être dans d'autres mondes, dans d'autres secteurs, on a encore de la peine à donner la voix ou la parole aux représentants de patients, qui sont quand même quelque part le porte-parole des familles et des patients? Parce que, en même temps, en montrant que c'est efficace, en montrant l'impact. L'idée, c'est pas d'être incantatoire en disant il faut travailler ensemble parce qu'il faut travailler ensemble. L'idée, c'est de montrer que ça permet de changer les choses. Et des réunions comme aujourd'hui, où tout le monde est dans la pièce, où chacun peut s'exprimer, et où on peut comprendre que travailler ensemble, ça permet de faire avancer. C'est ça que j'ai essayé de montrer. Et donc, ça se passe à des niveaux différents à l'heure actuelle en Europe, mais c'est un vrai momentum, ça c'est d'anglais, un vrai mouvement, une vraie dynamique qui est en cours, de donner une place, et non pas une place fictive, je dis... Oui, c'est ça, c'est pas juste un prétexte. Voilà, c'est pas le patient alibi. Ouais. Vous savez, pendant très longtemps, on faisait des magnifiques conférences scientifiques, et puis on se disait, il faut la voix du patient. Alors on proposait, à la toute fin de la conférence, un patient de venir faire. Ouais. Alors à la fin de la conférence, la moitié des participants avaient disparu, et donc mais on avait dit, on a coché la case. Ouais. Nous, on a dit, c'est pas des patients alibi, c'est pas des parents alibi, ce sont des partenaires de recherche, parce qu'ils ont leur voix et ils apportent. Alors, on va ouvrir les questions au public, si vous avez des questions. Peut-être qu'il y a des questions aussi via Slido. Nicole? Premièrement, je voulais juste mentionner que dans Slido, vous pouvez poser des questions de façon anonyme ou bien lever la main, mais sur la partie Q&A. Je voulais juste élaborer un peu plus pour le rôle des représentants de patients
Et si vous pourriez nous parler de comment vous voyez le rôle des médecins, des académiques pour nous aider à devenir des représentants de patients. Parce que souvent, on a un peu peur, on ne sait rien, on se sent un peu... ça pour nous aider à, nous tous, devenir au niveau où on peut être à une table avec ces personnes et parler et échanger. Non, un point très important. J'ai montré à l'arrivée qu'on a une Europe qui est mobilisée. Ça, ce n'est pas fait comme ça. Pendant près de 10 années, SIOP Europe a travaillé au niveau du Parlement, au niveau de la Commission pour expliquer. Et à chaque fois que nous avons fait des réunions, nous y sommes allés avec des parents. Qui prennent des décisions, ils ont besoin d'entendre ce message. Ils ont besoin d'entendre le message des académiques, ils ont besoin d'entendre le message des familles. Et ce qui est important, c'est quand ils écoutent le message des familles, bien sûr, ils sont émus parce que c'est des témoignages qui sont forts. Mais souvent, ils comprennent tout de suite ce que vient de dire Nicole. C'est que ce sont des parents qui connaissent le sujet, qui sont capables d'interagir, en particulier sur le plan réglementaire, en disant « Attendez, là, ce que vous proposez, ça ne fonctionne pas, ça ne correspond pas aux besoins. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que nous, en travaillant avec les parents, on leur donne les clés. On leur donne les clés pour qu'ils puissent agir dans leur rôle, qu'ils comprennent ce qu'est la recherche. Et c'est par exemple pour ça que dans le cadre de Accelerate, on vient de créer une initiative financée par l'Europe, qui est justement training, c'est de l'anglais, encore une fois, mais vous allez me traduire, c'est bien, ça, c'est parfait. Les jeunes, les académiques et les parents, pour donner les clés. Un point essentiel, en Europe, quand un médicament est autorisé, il y a des administrations qui s'appellent HTA, Health Technology Assessment, qui évaluent si oui ou non le remboursement va avoir lieu. Eh bien, à l'heure actuelle, c'est une discussion entre l'administration et l'industriel. Eh bien, nous disons, il faut que ce à quoi correspond un nouveau médicament, à quel besoin ça répond. La voix des patients est une voix importante à introduire. Mais un parent ne peut pas être plongé dans cet environnement qui est extrêmement technique sans avoir les clés. Mais ça veut dire qu'il y a une formation, alors il faut quelque part une éducation à amener. Il faut travailler ensemble, il faut proposer. C'est pour ça que Aladdin, c'est ça. Expliquer aux parents, aux académiques et à tous ceux qui le souhaitent, ça veut dire quoi développer un nouveau médicament? Qu'est-ce qui est absolument dans les enjeux et comment le rôle de chacun peut être important. Donc oui, il faut donner aux patients l'expertise et il y a maintenant des patients experts en Europe, des parents experts en Europe. J'aimerais, alors s'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, mais n'hésitez pas, ne soyez pas timide, on a la chance d'avoir... Ah, il y a une question. Il y a plein de questions, mais comme je parle trop, ils n'ont pas le temps de poser leurs questions. Madame Beck. Merci beaucoup, Gilles. Tu as magnifiquement bien présenté la situation, ce qui se fait actuellement. J'aimerais saisir une diapositive que tu as montrée parce que ça illustre bien l'impact et la participation des familles. C'était ces diapositives où il y a les différentes entités, les pathologies, les groupes de maladies au sein de SIOP. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des représentants de parents dans ces groupes. Ce sont des parents qui ont vécu ces pathologies, qui savent le parcours de l'enfant, de toutes les discussions. Aujourd'hui, ils sont intégrés dans ce groupe, donc ils sont partenaires, comme tu dis, dans la discussion. Et ça, c'est une façon, ça s'apprend. C'est des familles qui ont appris au cours de la maladie beaucoup de sciences, sont devenus des scientifiques, donc, et par cela des partenaires. Et leur intégration dans ces groupes par pathologie qui réfléchissent de comment avancer, comment développer, comment améliorer les traitements, automatiquement, ils sont partenaires. Et aujourd'hui, il est difficile d'imaginer de développer un protocole thérapeutique sans présence de parents. On en parlera tout à l'heure avec vous et avec Anouk aussi. J'aimerais juste vous entendre encore sur un point. Vous me disiez, et c'est assez sidérant, qu'en 2023, 90% des causes ne sont pas connues de l'enfant. Comment c'est possible qu'en 2023, seuls 10% environ des cancers, on en connaît les causes du cancer pédiatrique? Les causes des cancers pédiatriques que l'on connaît, c'est quand il s'agit d'un cancer dans un cadre génétique. En particulier dans des familles qui ont des altérations qui augmentent la prédisposition au cancer. Mais comme je l'ai expliqué, l'enfant ne boit pas, ne fume pas, et donc les causes, il n'y a pas de facteur exogène démontré comme étant responsable des cancers pédiatriques. Et on pense que ce sont plus des règlements
du développement des cellules. Pourquoi un enfant de 1 an a une maladie maligne qui se développe sans qu'il y ait de cause extérieure connue. Donc, à l'heure actuelle, 90% des cas sont des cas dont on ne sait pas l'origine. D'où les recherches qui sont. Ouais, justement, d'où l'importance. Il y a des peut-être questions recherches avec dans l'environnement. ces cas. Ouais. Est-ce que ce qui se passe dans l'environnement peut avoir un impact? Il y a des questions, il y a des hypothèses, mais il n'y a pas de démonstration d'un facteur qui serait un facteur déclenchant. Il a été démontré, par exemple, dans les leucémies aiguës lymphoblastiques, que les enfants qui sont en crèche auraient moins de risques de développer des leucémies aiguës lymphoblastiques que les enfants qui ne sont pas en crèche. C'est typiquement le type de résultat qui est intéressant, mais qui est juste une supposition. Voilà, c'est ce qu'on voit, mais comment on interprète ça et quelle est la relation, c'est le vrai sujet. Donc, et c'est une recherche qui est compliquée, parce que ce sont des pathologies rares, mais c'est une recherche dans laquelle il faut continuer d'investir pour essayer de trouver les causes des cancers. Et donc, il ne va pas y avoir une cause pour tous les cancers, mais il faut comprendre dans chacune des pathologies. Donc c'est pour ça, comme vous l'avez dit très bien, de façon très bizarre, 80% des enfants peuvent être guéris, mais dans 90% des cas, on ne sait pas pourquoi ils ont fait un cancer. Merci beaucoup Gilles Vassal, merci. On parlera évidemment, il y a encore une question peut-être on va... Juste une question anonyme sur Slido. Donc la question c'est de savoir, la régulation des prix des médicaments aux États-Unis est différente de celle des pays européens. Quid de l'influence sur l'accès aux avancées thérapeutiques en Europe? Alors, aux États-Unis, il n'y a pas de régulation. Donc, l'industriel définit son prix et après, les assurances remboursent ou pas. En Europe, il y a une régulation forte. Pourquoi? Parce que les dépenses de santé sont soutenues dans beaucoup des pays par l'effort national et que le vrai enjeu d'arriver à rester dans les budgets est un enjeu important. Où est-ce qu'on en est en cancérologie pédiatrique? On a conduit une étude avec la SIOP Europe où on a regardé comment les nouveaux médicaments autorisés étaient ou non disponibles en Europe. Et on s'est aperçu que ce n'est pas parce qu'un médicament est autorisé au niveau européen qu'il est disponible dans les 27 pays en même temps, première chose. Et deux, l'évaluation dans chacun des pays de qu'est-ce que ça apporte, quel sera le prix et combien c'est remboursé est très variable d'un pays à l'autre. Donc il y a une inégalité, une hétérogénéité. Quand il y a un nouveau médicament approuvé, donc européen, tous les médicaments anticancéreux, ils ont une évaluation unique. Ils vont à l'agence européenne. Et ensuite, c'est mis en œuvre dans chacun des pays. Mais dans chacun des pays, l'évaluation, l'abord de comment ce nouveau médicament est remboursé et mis à disposition est très variable. Et ça, c'est un vrai enjeu pour nous, qui est, lorsqu'un médicament a une indication autorisée, il doit être accessible dans tous les pays, pour tous les enfants, 24 heures sur 24. Et c'est aussi un effort de domaine politique, et où travailler avec les parents peut réellement faire bouger les lignes. Ça, c'est une notion primordiale qu'on abordera certainement en table ronde tout à l'heure. Merci beaucoup Gilles Vassal, merci pour ce panorama européen. On peut vous applaudir, absolument. Et puis on va s'intéresser à présent à la Suisse, à notre pays, aux défis, aux réalités de l'oncologie pédiatrique. J'ai demandé à la professeure Catherine Scheinemann de venir me rejoindre. Installez-vous seulement au pupitre. Vous avez vu Gilles Vassal.